Vous aviez déjà signalé comme quoi le terrorisme, c'est un élément essentiel. Il faut à tout prix débattre du terrorisme. Et vous avez aussi signalé comme quoi ces questions de sanctions. Les sanctions ont été effectuées contre l'Iran, contre la Syrie, contre la Russie. À l'époque aussi, c'était contre l'Irak. L'action contre le terrorisme, est-ce que c'est simplement c'est l'armée ou c'est le ministère de la Défense qui doit réagir, ou bien aussi nous avons d'autres tâches essentielles? Par exemple, à mon avis, les institutions parlementaires, nationales, européennes, est-ce qu'il faut réagir en tant qu'un devoir, déposer une question de sanction, c'est-à-dire déposer une enquête pour trouver la réalité? Les terroristes, qui financent, qui arment, qui soutiennent, quels sont les pays? Et si les députés parlementaires font leur enquête de réalité, ce sera plus simple pour les gouvernements qui pourront sanctionner les pays concernés. À votre avis, est-ce que ce sera possible qu'on pourra développer cette question pour une tâche parlementaire, monsieur le député? À ce moment, il y a deux commissions d'enquête qui fonctionnent à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qui se passe au Sénat, mais peut-être qu'il y en a aussi au Sénat. L'une à laquelle j'appartiens d'ailleurs, concernant le financement de Daesh. Ah, si vous n'entendez pas là, alors je ne peux pas faire mieux là, parce que je suis tout près là. Deux commissions d'enquête fonctionnent à l'Assemblée nationale, l'une concernant le financement de Daesh et l'autre concernant les moyens de lutte contre le terrorisme. Il y en a une autre donc à côté. Le rapport doit être présenté aux membres de la commission prochainement. Et moi, je suis dans l'attente de savoir si le rapport va désigner ce que l'on sait être la source des financements, mais dont on nie toujours du côté officiel que cela vient de structures d'État, en disant, bon, il y a les dons. Et je ne voterai pas ce rapport si, pour ma part, si la réalité n'apparaît pas. Le problème, c'est que c'est difficile à dire tel quel. Je me rappelle une réunion à la Commission des Affaires étrangères à laquelle j'avais assisté, qui auditionnait l'ambassadeur d'Égypte en France. Alors quelqu'un lui a demandé, mais alors qui est-ce qui finance le terrorisme? Et lui, il a répondu, ben, vous le savez bien. Oh, à force de le savoir sans le dire, hein. Mais ce qui est assez extraordinaire sur le financement, c'est la sortie de Hillary Clinton après la tuerie d'Orlando, où elle a mis en demeure, j'ai ici la dépêche, alors je l'ai eu, mais sur Sputnik, c'est pas très apparu dans la presse française. Sputnik France. L'Arabie saoudite interdit de se servir de réseaux sociaux pour recueillir des dons destinés aux Syriens. Les forces de sécurité de l'Arabie saoudite arrêteront toute personne recueillant des dons pour les Syriens via les réseaux sociaux sans autorisation officielle. Mais ça, c'est arrivé donc le 12 juin, c'est-à-dire juste après la tuerie d'Orlando, et juste après que Hillary Clinton ait dénoncé l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar en leur demandant d'arrêter de financer les organisations extrémistes dans le monde. Donc, il y a des choses qui quand même commencent à sortir, mais vous savez que ce rapport, dont une vingtaine de pages ne sont toujours pas rendues publiques, concernant le soutien aux terroristes du 11 septembre d'Al-Qaïda, organisé par Ben Laden, ce rapport n'est pas encore sorti. Et il y a des pressions extraordinaires dans l'Arabie saoudite pour que ça ne sorte pas. J'espère que ça va sortir.
comme j'espère que, à partir d'enquêtes parlementaires, seront désormais désignées clairement les sources du financement, même si ce sont des secrets de polichinelle. Mais plus grave au fond que le financement, ce sont les résultats de ce financement. Moi, je lisais récemment la situation au Kosovo, où les imams traditionnels sont bousculés par les imams wahhabistes qui arrivent dans des nouvelles mosquées récemment construites. Et ces imams, eux, sont financés directement par des œuvres sociales saoudiennes. J'ai lu à peu près la même chose en ce qui concerne le Mali, où l'islam traditionnel au Mali était rendu compatible en quelque sorte avec les coutumes locales. C'était un islam véritablement traditionnel, adapté à ce pays, et qui sont aujourd'hui en antagonisme avec les imams nouveaux qui sont financés par l'Arabie Saoudite et qui arrivent dans des bâtiments construits magnifiquement. Ce prosélytisme-là, c'est ça qu'il faudrait obtenir d'arrêter par ces talents. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, dans la mesure où il a déjà diffusé dans le monde entier? Même le Pakistan se plaint de ce que c'est à partir des madrasas, je crois, financés par l'Arabie Saoudite, que sont partis les terroristes qui ont été massacrés, les enfants des militaires pakistanais dans leur université, vous vous rappelez. Voilà. Alors, à partir de là, d'abord, il faut, je pense, essayer de sortir des faits, et puis tout ce qui peut sortir d'origine parlementaire, mais je crois davantage aux enquêtes journalistiques, sera bon pour la suite. Merci beaucoup pour votre précision. Nous espérons que votre enquête soit aboutie pour réagir au sein du ministère des Affaires étrangères pour exercer un embargo contre les pays qui financent le terrorisme. Monsieur Bapt, j'aurais une question. Gérard, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Bapt. Vous avez dit que vous croyez dans les enquêtes journalistiques et moi je crois en vous. Donc nous allons pouvoir parler sereinement. Et je me demandais dans le cadre de ce que vous disiez, Monsieur Raskin, sur les financements, on est donc dans une étude transversale de la problématique. Si le paramètre féminin ne serait pas intéressant à étudier, ne serait-ce qu'en voyant sur 15 intervenants qu'il n'y a que 2 femmes, dont une absente. Dans la mesure où l'on sait que le premier problème du wahhabisme est le droit de l'homme, et en particulier le droit des femmes, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de promouvoir un maximum tout ce qui peut être fait en termes de conférences, études, réunions, colloques, où par exemple on imaginerait 15 femmes et 2 hommes, et voir le regard qu'on porterait sur le monde. Et je me demande, Monsieur Bapt, si je ne peux pas compter sur vous là-dessus. Oui, je ne sais pas, vous entendez pas, peut-être, oui. Enfin, juste pour remercier Monsieur François Belliot, parce qu'il n'a pas oublié, comme la plupart des gens qui comptent en France, on va dire ça, comme presque toute la presse, presque tout le monde qui travaille dans l'audiovisuel, parce qu'il n'a pas oublié ni le Bahreïn ni le Yémen. Ce sont 2 pauvres pays qui sont vraiment dans un état pitoyable et les gens en souffrent beaucoup. Donc merci pour lui, merci pour tous ceux qui parlent de ces gens-là. Merci. Juste une question pour Monsieur le député. Antoine Charpentier, je suis de formation d'historien et je réalise un master en sciences des religions à Strasbourg. On entend souvent, comme vous dites, Monsieur le député, sur les sorties américaines critiquant le wahhabisme et l'Arabie Saoudite, à un moment où tout le monde apparemment tombe sur l'Arabie Saoudite. Tout le monde se tourne sa veste contre l'Arabie Saoudite. Et comment se fait-il que les Américains font ces sorties-là et quelle est leur stratégie, sachant que ça fait des décennies et des décennies qu'ils couvrent l'Arabie Saoudite par sa stratégie d'expansion du terrorisme, en fait. Et jusque-là, ils n'ont jamais rien dit. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'ils font des sorties de temps en temps en les critiquant. Genre, ils dorsent leur blason. Comment se fait-il? Quelle est leur stratégie? Et est-ce que ça, c'est pas un signe
que leur stratégie au Moyen-Orient, notamment le nouveau Moyen-Orient, le projet de nouveau Moyen-Orient a échoué et il est parti sans retour et sans visibilité ou avenir en fait. L'avenir pour eux, c'était ce projet-là, il a complètement échoué. Aujourd'hui, ils font des sorties contre quelqu'un qui ont couvert pendant 30 ans ou 50 ans de terrorisme. Quelle est la stratégie? Comment se fait-il? Et on va où dans cette... Bonjour, Antoine Cressati, simple citoyen. J'avais deux questions. Une première question concernant le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ces deux pays qui ont des points communs, avec à plusieurs niveaux, donc beaucoup d'argent, un financement donc au développement des mosquées du côté de l'Arabie Saoudite, développement de l'école wahhabite, un financement des sociétés françaises au niveau des Balmain ou le Paris Saint-Germain, par exemple. Donc une animosité de l'Arabie Saoudite qui a l'air un peu plus forte que l'animosité du Qatar sur la question iranienne, d'après ce que je comprends. Et tous les deux un rôle géopolitique en Syrie avec, bon, c'est un petit peu supposé et je dirais pas que les... Bon, peut-être le financement de groupes, armés en Syrie. Donc, quelles seraient les différences entre ces deux pays au niveau géopolitique et géostratégique et dans quel cas ils sont alliés, dans quel cas ils sont ennemis? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour M. Bobt. Monsieur Bapt, pardon. Juste une question. Quand vous croisez M. Fabius dans les couloirs de l'Assemblée nationale, de quoi vous parlez? Bonjour. Bonjour, Haytham Abdelmoula, ingénieur tunisien. J'ai une question. En fait, on n'a pas analysé dans toutes les interventions la situation du régime saoudien parce qu'il passe vraiment dans une étape extrêmement critique. C'est un régime qui se base notamment sur le pétrole et sur la religion. Le pétrole, au moyen terme, il ne va pas dépasser $60 grâce au pétrole de schiste. Et en matière de religion, ils essaient d'exporter le wahhabisme pour créer finalement des éléments. Mais on l'oublie aussi qu'il y a des libéraux en Arabie Saoudite et que le régime, proprement dit, il souffre d'énormes contradictions. Vous avez évoqué le roi Fahd. Le roi Fahd finançait, c'est vrai, les écoles religieuses, mais il était un client de Madame Claude. Donc, il faut dire. Donc, finalement, il faut dire que c'est un régime qui va passer maintenant des enfants. Voilà. Pour ne pas aller loin, c'est un régime qui est finalement en transition. Lui vendre des armes l'affaiblit, il ne le renforce pas. Je trouve que pourquoi on ne s'intéresse pas à ce régime et l'après de ce régime qui risque finalement de sa destruction. Donc finalement, peut-être bon sens. Salam, je suis Ahmed Manaï, je suis président de l'Institut tunisien des relations internationales. J'ai été dans la mission des observateurs arabes en Syrie. Je peux témoigner de deux choses. La première, en ce qui concerne le début des hostilités. Plus haut que ça? Alors voilà. Oui, le début des hostilités, le début des événements en Syrie. On a la mission des observateurs arabes dont le rapport a été sorti, mais tout à fait délaissé, a noté que les deux premières victimes, les deux jeunes qui ont été tués, ce n'étaient pas des opposants, mais tout simplement des militaires. Bon. Que pendant une année, les 12 premiers mois de ces conflits, entre le 15 mars 2011 et le 15 mars 2012, il y a eu un peu plus de 2200 morts, dont 60% d'entre eux sont des militaires ou des agents de sécurité, de police, etc. Bon. Juste un petit point concernant les relations franco-syriennes. J'étais en Syrie quand il y a eu les élections françaises qui ont amené monsieur... Oui, oui.
Non, juste pour vous dire que j'étais là quand M. Hollande a été élu ici en France. Et j'avoue que les Syriens espéraient beaucoup de ce changement. Un président de gauche qui vient à la suite d'un président de droite. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens ne connaissent pas l'histoire, et en tout cas celle du Parti socialiste français. Merci. Madame Wafa Natour, je travaille dans la recherche ici à la Sorbonne. Je voulais juste peut-être donner une simple proposition. Si c'était difficile vraiment de prouver le financement du terrorisme, ce ne serait pas plus simple de voir qui marchande avec Daesh, qui achète le pétrole à Daesh et qui laisse fonctionner les banques qui travaillent avec Daesh. On a beau sanctionner Hezbollah, par exemple, on a beau sanctionner la Syrie, est-ce qu'on ne peut pas vraiment voir comment on peut limiter et savoir qui achète le pétrole et toutes les vols de Daesh dans la région. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Aïssar Midani, je suis franco-syrienne. Je suis étonnée, on parle de la politique française, enfin de la politique étrangère de la France, et on va dans les détails, que la France n'a pas vu, que s'est trompée sur l'analyse syrienne, que ceci, que cela, mais les gros points, on les voit pas. La France, elle est dans sa politique, elle fait de l'ingérence dans les pays, dans les autres pays. Elle viole le premier article de la charte de l'ONU. Je pense que c'est quand même assez gênant pour tout le monde de dire la France qui a été porteuse de certaines valeurs ou des valeurs de liberté, etc. dans le monde, de la Révolution française, et trahit elle-même ses propres valeurs. Donc en fait, par l'ingérence aussi bien en Syrie au Yémen, qu'en Ukraine, qu'en Iran, en fait, c'est une ingérence et une violation systématique de la charte de l'ONU. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça a été quand même un droit défendu par le général de Gaulle, et aujourd'hui la France s'ingère. Ah, Assad n'a pas le droit de vivre, Kadhafi doit partir, je ne sais pas qui doit ceci, doit cela, ça ne choque personne, je suis très étonnée. Après, les mensonges médiatiques. Alors, des mensonges pas seulement médiatiques sur la réalité, dans la réalité, et sur laquelle on assoit une politique. Donc, là, on a parlé du massacre de Houla. Ce massacre de Houla a été effectué par des terroristes qui ont tué effectivement tout un village, ça a été des massacres itinérants, tournants, et ça a toujours été répercuté par les médias français comme ayant été fait par le régime syrien. Ça a été l'occasion, de sanctions et de sanctions économiques qui continuent aussi à tuer le peuple syrien. Un dernier point quand même, le blocus économique et la fameuse guerre chimique, qui est un gros mensonge aussi, qui a été perpétré par les terroristes eux-mêmes. Et il est important quand même de dire un minimum le droit du peuple français à une information honnête et juste qui correspond à l'actualité. Merci. Bon, je voulais simplement dire, la politique de la France se fait dans les salons de M. Bernard-Henri Lévy ou de M. DSK à Marrakech. J'étais récemment dans un dîner au Sénat avec M. Killer, le chef du Grand Orient. Il n'y a personne au gouvernement qui ne soit pas ou israélite ou Grand Orient. Et M. Killer venait de dire « Ah oui, le changement dans les livres scolaires, maintenant, on commence l'histoire avec la Grèce, qui a inventé la démocratie, on tombe raide, et Israël. » Et vous passez tout ça. Monsieur sortie d'une émission de M. Franz-Olivier Gilbert. Il nous faut la Turquie dans l'Europe. Comme ça, on la tient. On fait aussitôt l'indépendance du Kurdistan.
Et surtout, il faut empêcher la Turquie de se ressouder avec le monde arabe, car il faut faire exploser le monde arabe. Au premier rang, il y avait Lelouch qui disait « Oh ben quand même, vous exagérez un peu. » Bon. Maintenant, si vous voulez des preuves de la France qui alimente, moi je peux les donner à l'Assemblée nationale. Afin de déstabiliser le régime de Bachar el-Assad. Les faux témoins ont accusé la Syrie d'arrêter. Vous imaginez ce que ça représentait? Bon, je peux continuer comme ça. Je peux même faire des projections. Et j'ai écrit à De Gaulle en 1966 que le métier d'ambassadeur était une horreur, tellement je voyais d'assassinats.